Bon, chers collègues, nous avons un créneau un peu étroit, effectivement, pour cette audition. On expérimente la zone de 14 heures. Je constate que l'expérimentation qui n'est pas forcément évidente. Pourtant, nous avons un des ministres les plus importants de ce gouvernement présent à cette audition, qui, de surcroît, va évoquer avec nous le plan de réindustrialisation autour des 34 filières, sur lequel ce matin nous avons eu un petit débat, m'indiquant que M. Fasquelle, qui va nous rejoindre, me disait qu'il aurait été logique que ce soit présenté au sein de la Commission des affaires économiques plutôt qu'à l'Élysée. J'ai dit que je n'avais pas une influence qui me permettait effectivement de faire venir le président de la République dans l'enceinte de cette maison pour évoquer le sujet. Par contre, le ministre a bien volontiers voulu se joindre à nous et il reviendra. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que là, le temps est court pour évoquer les questions. Je pense que si vous en êtes d'accord, Monsieur le ministre, en remerciant d'avoir accepté bien sûr notre invitation, comme toujours, nous parlions plutôt de la méthode que de la liste des thèmes, parce que si on passe à la liste des thèmes, on va y passer l'heure. Alors que la méthode extrêmement originale et opérationnelle que vous avez produite pour engager ce plan mérite devant la Commission des affaires économiques une explication de façon à ce que nous puissions d'ailleurs nous associer autant que faire se peut à cette dynamique nouvelle et attendue. Donc mon introduction ne sera pas plus longue. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de votre invitation. Il est vrai que nous avons fait le choix de faire porter au sommet de l'État ce qui est une forme de renaissance de la politique industrielle, parce que la politique industrielle doit être portée par le pays tout entier. Donc il n'y avait pas dans l'esprit du gouvernement une volonté de tenir à l'écart le Parlement. Il y avait au contraire le désir de décider que cette politique industrielle serait portée au plus haut niveau pour qu'elle soit partagée par la société tout entière. Et cela renvoie finalement à la genèse de ces 34 plans industriels que vous trouverez exposés dans ce livre, dans le détail desquels vous pourrez entrer. Et je me rendrai disponible pour revenir et répondre à vos questions sur chacun de ces 34 plans, leur déclinaison technologique, leur déclinaison financière, leur déclinaison territoriale également, ce qui n'est pas sans intéresser les élus enracinés sur le territoire que sont les députés. Donc peut-être me contenterai-je, dans cette audition brève d'une heure, de vous indiquer comment nous avons travaillé et quels sont les choix que nous avons faits et comment nous les avons faits. Nous avons travaillé, dès que j'ai pris mes fonctions l'année dernière, avec l'état des filières. Ces filières sont un agrégat des entreprises d'un secteur qui parfois travaillent bien ensemble, c'est le cas de l'aéronautique, parfois mal, c'est le cas de l'automobile, parfois est très délabrée parce que la compétition internationale a laissé derrière elle beaucoup de ruines ou de dégâts, parfois est en naissance ou en renaissance, c'est le cas des industries extractives, c'est le cas aussi de la filière robotique ou numérique. Et ces filières nous ont permis d'avoir autour de la table l'ensemble des acteurs et parties prenantes. Alors là-dedans, vous avez les grandes entreprises leaders du secteur, vous avez les PME, les fédérations professionnelles, vous avez les partenaires sociaux, les syndicats qui ont pris d'ailleurs à cœur d'être présents, de participer au projet. Vous avez patronat, syndicats institutionnellement représentés, mais aussi les pôles de compétitivité lorsqu'ils ont des choses à apporter. Ces filières ont travaillé pendant 1 an et ont sorti des projets. Donc l'essentiel de ces 34 plans, ce sont des plans issus des filières. Il y a, je pourrais dire qu'il y a très peu de ces plans qui sont issus d'un travail technocratique en chambre, fait par des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, quel que soit leur talent, leur mérite, qui est considérable. Et il n'y a pas d'ironie dans mon propos, qui auraient décidé du contenu de ces plans. C'est donc, en quelque sorte, un travail collectif, j'ai envie de dire participatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre de projets dans les filières ont été retenus comme plan industriel par le gouvernement. D'autres filières ont d'autres projets. Je peux par exemple parler de la question dans le cuir, la maroquinerie, qui est un secteur important de la mode et du luxe,
de trouver 400 000 têtes de veaux vaccinées contre la teigne qui nous permettent d'avoir des pots de qualité pour faire face aux besoins du luxe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France, d'où les importations. Mais ça n'est pas un projet stratégique pour notre pays et de relance de l'emploi, même si c'est un projet dont on s'occupe. Donc il y a des projets qui continuent à vivre dans les filières, qui ne sont pas dans les 34 plans industriels de renaissance industrielle de notre pays. Donc ce sont là les priorités sur lesquelles nous avons décidé particulièrement d'assurer en quelque sorte une mobilisation de toutes les ressources. Qu'est-ce qu'on entend par mobilisation de toutes les ressources? C'est ce que j'appelle l'alliance des forces productives. Syndicats, patronat, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, les syndicats ont salué, comme le patronat, ont salué ces 34 plans industriels. Il faut le noter. C'est suffisamment rare dans cette période de division de notre pays pour s'en féliciter. Deuxièmement, ce sont finalement c'est l'esprit collaboratif entre la recherche publique, la recherche et le développement privé, entre les grandes entreprises, les petites entreprises, entre les pôles de compétitivité qui sont déjà une collaboration territorialisée entre différents acteurs économiques, industriels ou technologiques, et un secteur économique particulier, une branche industrielle. C'est l'alliance de l'initiative privée et de la volonté publique. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est pour ça que les débats théologiques sur est-ce que l'État a raison de s'en occuper, est-ce que l'État ci, est-ce que l'État ça, ce n'est pas le problème, car nous avons organisé une alliance concrète, pragmatique, consensuelle, partagée par tous, où l'État est fédérateur, il apporte des choses, parfois des financements, parfois de la commande publique, parfois de la recherche publique, parfois rien de tout ça, mais un changement législatif, un changement réglementaire dont vous serez saisi. Bref, l'État participe, ordonne, organise, fédère et se porte en quelque sorte comme chef de conquête avec, évidemment, tous ceux qui sont les fantassins de l'économie, qui sont sur le front de la mondialisation chaque jour et qui se battent et auxquels nous rendons hommage. Alors, ça a produit un certain nombre de projets, je voudrais vous en parler et en faire une sorte de typologie. D'abord, ce sont pour nous 3 nouvelles frontières. Celle la plus importante, qui est la plus dominante dans les 34 plans, c'est la nouvelle frontière énergétique. C'est-à-dire comment nous dépassons notre dépendance aux hydrocarbures et comment, dans tous les secteurs de la société, le transport, la mobilité, quelle que soit d'ailleurs voiture, bateau, avion, train, que ce soit dans le logement, la rénovation thermique des bâtiments, que ce soit dans la consommation d'électricité, c'est les réseaux intelligents, ou le stockage et la puissance des batteries, etc., nous avons fait le choix de nous porter sur la nouvelle frontière énergétique et de lutte contre notre dépendance aux hydrocarbures par l'innovation technologique. C'est le cas, par exemple, de l'avion électrique. C'est le cas du véhicule à moins de 2 litres pour tous. Aujourd'hui, il faut le savoir, tous les constructeurs européens savent faire un véhicule à 2 litres. La question, c'est à quel prix? Si c'est au prix d'une Maserati, il y a un petit problème pour nous délivrer de la dépendance aux hydrocarbures et ce n'est pas le véhicule écologique et populaire que nous appelons de nos voeux. Donc l'enjeu, c'est d'industrialiser un modèle accessible à tous au prix actuel des voitures de segment C, comme on dit, 208 Clio, à entre 10 et 12 ou 15 000 euros. Et avec 30 litres, être capable, c'est ça ce que veut dire la voiture en moins de 2 litres, être capable de faire un aller-retour Paris-Marseille. C'est ça l'enjeu du moins de 2 litres. Alors évidemment, dans tout ça, il faut que les constructeurs s'unissent. Quand je dis les constructeurs et les équipementiers. Ce que nous avons fait dans le travail de filière, on a mis pour la première fois les acteurs de l'automobile, qui comme vous le savez sont en rivalité et compétition, autour de la table pour se mettre d'accord sur le modèle technologique du véhicule moins de 2 litres. Et nous avons donc les 2 grands constructeurs, PSA Renault, plus les 4 grands équipementiers, Forcia, Valeo, Michelin, Plastic Omnium. Et on a dégagé une feuille de route technologique, un horizon économique, un calendrier et des objectifs
technologiques de la nature aussi concret que ceux que vous pouvez imaginer. Trouver 300 kg à enlever d'un véhicule, améliorer l'aérodynamique en supprimant par exemple les rétroviseurs extérieurs, en mettant des petites caméras qui sont moins chères, peuvent l'être. Hein. Ça, c'est tout le travail des équipementiers. Je vous parle concrètement parce que c'est comme ça qu'on a construit les 34 plans. Donc on peut entrer dans le détail sur les 34 plans, puisque nous travaillons avec l'industrie de cette manière-là, hein, concrètement et pragmatiquement, pour se mettre sur la marche 1 du podium mondial. Nous sommes déjà excellents en Europe et dans le monde dans les moteurs les moins consommateurs de carburant. Nous voulons être leaders mondiaux de l'économie de carburant dans la petite voiture ou la grosse voiture. Donc pour ça, on a décidé d'unir nos forces. Donc c'est la diminution, je continue l'énumération des enjeux technologiques, la diminution de l'adhérence pneumatique, ça c'est Michelin, qui est un leader mondial aussi, et la réduction de la puissance embarquée sans limitation du confort, ça aussi de l'économie d'énergie dans le véhicule, et je peux rajouter, dernier exemple, le problème du moteur, qui doit encore faire des efforts. Aujourd'hui, PSA annonce un véhicule industrialisé grâce au moteur à air comprimé en 2016 à 2,9 litres. Il nous reste d'ici 2018 encore 2 années, donc d'aujourd'hui à 2018, 4 années, pour conquérir le litre ou le 0,9 litres en trop. Et nous aurons atteint notre objectif, mais c'est ce travail que nous faisons. Donc ce sont des nouvelles frontières à la fois technologiques et énergétiques. Deuxième nouvelle frontière importante, c'est la technologie. Pour faire face à la déferlante mondiale, avec des États qui partout financent la technologie à des niveaux considérables, nous avons fait le choix d'assumer le financement de notre engagement technologique. Ce sont les supercalculateurs, ce sont nos investissements dans le big data, dans le cloud computing, et si possible français et européen. Ce sont nos investissements dans la souveraineté numérique. Ce n'est pas rien dans la période actuelle. Bref, là, pour le coup, l'État a un rôle important de financement. C'est le plan nano-électronique, nanotechnologie, les gens de Grenoble qui sont ici, de Crolles, le savent. Écoutez, c'est le premier site européen et un des plus grands, un des meilleurs au monde, qui produit encore des composants électroniques sur le sol européen. On peut s'en féliciter et nous avons décidé de le soutenir et de les aider à passer au stade nanotechnologique de leur activité, de leur production. Je prends ces 2 nouvelles frontières, j'en rajoute une qui est la nouvelle frontière sociétale. Les modes de vie sont en train de se transformer à grande vitesse, on va se soigner différemment, on va se loger différemment, construire nos maisons différemment, on va s'éduquer différemment. Et donc, nous nous portons avec les programmes hôpital numérique, e-éducation, biotechnologie médicale sur ces avant-postes mondiaux. Alors évidemment, ce sont des projets que les professionnels ont élaborés, que nous avons construits avec eux. Parfois, nous avons eu des discussions, elles n'ont pas été publiques, mais elles ont eu lieu. Avec les ministères métiers à mes côtés, le ministère de la Santé, le ministère des Transports, nous travaillons de façon interministérielle autour de ces 34 plans. Et je dois d'ailleurs vous dire que quand on regarde finalement ces 34 projets, nous avons fait le choix, bon, nous espérons bien sûr toujours 34 tirs au but, mais nous n'en sommes vraiment pas certains. Si nous en faisons déjà 20-25, nous savons que la France aura repris le leadership, retrouvé le goût de son industrie, on aura ordonné la nation et toutes ses forces autour de ces projets, et ce sont des projets qui intéressent tous les Français. Partout où je vais, parlant de cette bataille du Made in France qui commence avec tous les Français, quels qu'ils soient, employeurs, entrepreneurs, ingénieurs, créateurs, designers, travailleurs, syndicalistes, élus, tout le monde s'y met. Donc dans cette mobilisation nationale, ces projets sont des projets qui ressemblent à des causes nationales. Donc évidemment, on va franchir des limites. Quand vous verrez le prototype d'avion électrique qui, pour la première fois, sans une goutte de kérosène, traversera la Manche comme Louis Blériot l'avait fait en 1909, on dira la France a fait, avec Airbus, a franchi une limite. Alors cet engagement-là,
d'abord, c'est des actes de foi et de fierté de foi en nous-mêmes et de fierté pour nous-mêmes. Il était temps. Voilà. La France ne peut pas être éternellement son propre procureur. Elle peut aussi avoir du goût, de l'amour pour ce qu'elle fait. L'amour propre, c'est comme ça qu'on dit, ou de l'estime de soi. Voilà. C'est ce que Romain Gary résumait en disant le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'estime de soi, l'amour des siens. Très belle formule qui résume tout, d'un ancien compagnon de la libération, général de Gaulle. C'est le patriotisme économique dans le sens positif et généreux du terme. Je dois vous dire, pour ne pas être plus long et répondre à vos questions, parce que le président va m'interrompre, que nous avons fait un autre choix totalement innovant en termes de politique publique. On s'est dit, mais comment ces plans vont-ils fonctionner pour que ça marche? À qui on va les confier? Est-ce qu'on le confie à nos fonctionnaires qui sont, comme vous le savez, très, très méritants, de la direction de l'industrie, mais on a très peur que finalement tout cela se bureaucratise et qu'on n'entende plus parler. La politique étant comme l'art de la guerre, un art de l'exécution, nous nous sommes dit c'est dans l'exécution que ça marchera ou pas, et pas dans le fait de l'avoir annoncé ou pas. Donc nous nous sommes dit le mieux c'est de confier comme chef de projet le métier de chef de ces projets à des industriels du secteur eux-mêmes, parce que eux et leurs salariés, leur entreprise, ont un intérêt direct à ce que ça marche. Donc, en quelque sorte, on a décidé d'organiser l'alliance des intérêts. C'est l'intérêt public de faire, c'est l'intérêt de la France, et c'est l'intérêt de ces entreprises de faire. Donc, normalement, on va y arriver. Donc, on a confié un certain nombre de dirigeants d'entreprise, certains et non des moindres, qui ont accepté à titre personnel, ce n'est pas leur entreprise qui dirige, c'est eux-mêmes, et d'apporter leur poids, d'ailleurs industriel, économique, pour porter ces projets et les faire avancer. Nous allons donc, je vous l'indique, rendre public le nom de l'ensemble des 34 chefs de projet le 7 octobre. Alors je vous inviterai pour que vous puissiez les questionner officieusement, discuter avec eux si ça vous intéresse. J'inviterai la commission. Vous pouvez nous en donner la liste là maintenant, monsieur le ministre? C'est pour le 7, c'est ainsi que nous avons décidé. Fait à la commission des affaires économiques. Donc c'est le 7, mais vous serez tous invités. Vous pourrez avoir j'allais dire, la possibilité de discuter avec eux, de partager avec eux leur vision du problème. Nous allons écrire ensemble la feuille de route, les calendriers, les objectifs, les étapes, l'engagement des uns et des autres. On ne fait pas de contrat. Nous, on ne fait pas des contrats parce qu'on considère que c'est un engagement moral et une dynamique nationale autour de ça. Mais on va quand même se faire une feuille de route. Par exemple, hier, nous étions à Cherbourg avec le président de la République sur les hydroliennes. Le plan numéro 1 des 34 plans, c'est les énergies renouvelables, nouvelles renouvelables. Et parmi celles-ci, il y a les énergies marines. Parmi les énergies marines, il y a hydroliennes, houlomoteur, éoliennes flottantes, éoliennes offshore. Donc nous avons des segments. Nous allons établir la feuille de route, le calendrier le plus rapproché possible pour prendre des leaderships dans chacun des compartiments de ce jeu. Voilà, c'est ça notre travail. Et évidemment, l'appui, le soutien des parlementaires nous est tout à fait précieux. Et j'ai envie de vous dire, ce ne sont pas les plans du gouvernement. Ce sont les plans de notre pays. Ce sont les plans de tous les Français. Alors, nous avons fait un travail, et c'est ma conclusion, Monsieur le Président, nous avons été chercher une analyse, ça va surprendre certains, mais je ne déteste pas parfois le surprendre, pour ne pas dire provoquer. Nous sommes allés chercher, nous sommes adjoints les services intellectuels de McKinsey. Et McKinsey, qui est un cabinet anglo-saxon, qui a la map monde de la mondialisation dans son logiciel de bord, nous avons dit, messieurs, le McKinsey, c'est comme un peu la Pity de Delft, on a dit, comment voyez-vous le positionnement de ces projets par rapport à la mondialisation? Parce que moi, je voudrais vous dire franchement que ce sont des projets purement mercantilistes. Nous ne faisons pas des prouesses technologiques, même si nous sommes intéressés, parce que la France a donné au monde, dans son récit économique, un grand nombre d'inventions qu'on ignore d'ailleurs, que les Français ne connaissent pas assez. Mais notre projet, c'est de prendre des parts de marché et de faire gonfler la part du Made in France dans le monde, qui s'est dangereusement rétrécie,
comme la part d'ailleurs de nos emplois industriels, de notre économie productive, de notre production manufacturière. Et donc, ces 34 projets ont pour but de prendre, dans les gâteaux mondiaux qui vont grossir, des parts de plus en plus importantes, et donc de créer des emplois sur le sol français. Alors, McKinsey a fait une évaluation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la livre. Il considère qu'en 10 ans, nous pouvons recréer 475 000 emplois. Je vous donnerai, parce que là, je crois que je n'ai pas le document, secteur par secteur, emplois créés ou non supprimés, c'est-à-dire préservés, ce qui n'est pas rien. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins, mais une chose est sûre, c'est que nous avons pris le taureau par les cornes, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, le temps est effectivement étant compté pour cette audition, même si nous reviendrons à plusieurs reprises au cours de la mandature sur ce sujet, peut-être en rentrant dans le détail de certaines filières, je propose que ceux qui ont des questions puissent les poser de façon extrêmement courte, autour de 30 secondes, 1 minute, de façon à ce que vous puissiez tout de même y répondre dans le dernier quart d'heure de cette audition. Monsieur Fasquelle. Oui, Monsieur le Ministre, j'ai lu dans la presse que certains de ces projets, que pour chacun de ces projets, il devait y avoir un chef de projet qui devait être nommé, et que vous aviez des difficultés à vous mettre d'accord avec une autre ministre qui est aussi impliquée dans ce dossier. Alors qu'en est-il en réalité ? On expliquait qu'à la fin, il y aurait peut-être 2 chefs de projet pour certains de ces projets, et que ce serait une source de paralysie. Donc je vous pose directement et très simplement la question. Je voulais aussi vous interroger sur le lien avec les pôles de compétitivité, qui est une autre politique qui a été mise en place et qui porte ses fruits, et aussi le lien avec la recherche universitaire, qui malheureusement est parfois trop enfermée dans les murs de l'université, et qui aurait besoin de pouvoir trouver des débouchés dans le privé. Et enfin, une dernière question, ça concerne en fait nos entreprises qui, dans des secteurs de pointe, sont parfois rachetées par des entreprises étrangères parce que, en fait, de par les règles françaises, elles sont obligées de dévoiler et l'ensemble de leur comptabilité, de leurs chiffres, et de faire connaître en fait leurs difficultés, parfois passagères, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres États ailleurs dans le monde, et c'est un facteur de fragilité pour nous. On sait qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ont été très innovantes, notamment dans le domaine de la robotique et de la création de robots, qui ont été rachetés récemment parce que tout simplement on n'a pas su les protéger, qu'on les a anormalement exposés. Merci. Yves Blin. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Il nous serait intéressant d'avoir le montant ou une idée des montants des volumes investis sur l'ensemble de ces programmes. Est-ce qu'il y a une clé de répartition publique-privée qui est d'ores et déjà fixée? Est-ce que vous envisagez d'entraîner les collectivités territoriales qui ont la responsabilité du développement économique sur ces investissements-là, et à quelle hauteur? Et enfin, est-ce qu'il y a une réflexion sur la propriété des produits qui pourraient aboutir au terme de ces investissements et quid de leur exploitation? Merci. Michel Bonneton. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de venir devant nous aussi. Nous nous réjouissons de l'ambition de ce plan, de la démarche participative et de la place donnée au secteur de la transition écologique. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la façon concrète dont ces plans seront mis en œuvre? Quel financement, quel partenariat entre le public et le privé, quel cadre juridique, quelle pérennité dans le temps? Par ailleurs, la synthèse publiée par le ministère est très franco-française. L'avenir ne se joue-t-il pas aussi, peut-être principalement, à l'échelle européenne? Comment faire intervenir donc la dimension européenne dans tout cela? Et enfin, quels moyens pour la recherche et l'innovation? Quels résultats tangibles des pôles de compétitivité qui auront bientôt 10 ans? Des investissements d'avenir? Comment ce nouveau plan s'articule-t-il avec les dispositifs mis en place ces dernières années? Merci. Merci. Alors j'ai encore 9 questions et j'en reste là parce que sinon on n'aura pas le temps d'avoir les réponses. Eric Stroman. Oui, pour vous féliciter pour la
la qualité marketing du document. Donc j'ai relevé 34 plans, points. Il n'y a rien sur le nucléaire. Alors est-ce que la filière est abandonnée? Vous êtes un peu monomaniaque, vous, monsieur Stroman. Pardon? Vous êtes un peu monomaniaque, non? Non, mais écoutez, je pose des questions. 34, il n'y a rien, même pas sur le démantèlement, puisque apparemment c'est l'axe du gouvernement. Rien sur le démantèlement du nucléaire, qui sera également un axe de développement industriel, apparemment. Merci. Christophe Borgel. Oui, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation qui redonne sens à un projet industriel pour la France. Vous avez dit que tout résidait au-delà de l'énoncé dans l'art d'exécution. Vous avez évoqué les chefs de projet. Je vais revenir sur un point qui concerne ces 34 projets, mais plus globalement la politique de soutien à l'innovation au cœur d'une réussite industrielle, qui est la politique de financement et vous faire part d'un sentiment de parlementaire de terrain que je suis dans une région qui n'est pas la moins dynamique sur le plan industriel, à la fois de la longueur avec laquelle ces financements peuvent être accordés et d'un sentiment que la prise de risque, même pour ce qui est des lieux où la puissance publique est engagée, n'est pas forcément la première qualité de ceux qui sont au bout de la décision de ces financements. Or, il me semble que la rapidité et la prise de risque peuvent être deux éléments clés de la réussite des plans que vous avez évoqués. Merci. Jacques Krabal. Je ne sais pas si ces plans de reconquête sont limitatifs. J'aurais aimé savoir, je vois deux éléments, l'industrie du bois et le recyclage des matériaux verts. J'étais il y a quelques jours à Grenoble dans le cadre de la Silicon Valley, la Cellulose Valley, chère à François Brotte. Et le responsable du CTP s'étonnait puisqu'il... Excellent centre technique, monsieur le ministre. Du papier. Je souhaiterais savoir s'il y avait des portes d'entrée dans le cadre du développement du papier dit intelligent. Je ne veux pas vous développer toutes ces filières qui sont vraiment très intéressantes, qui portent très loin le savoir-faire français. Donc il se demandait s'il y avait une porte d'entrée dans le cadre de ces 34 plans. Et puis une question d'actualité, monsieur le ministre. Je voudrais savoir, dans le cadre de la mission interprofessionnelle de la lutte contre la drogue, qui montre le vin et toute l'industrie du vin comme étant une drogue, alors que c'est une des filières françaises, la deuxième de l'exportation. Quelle est votre position sur ce point qui interpelle bon nombre de personnes? Merci. Merci. Centre technique du papier qui vient d'inventer le papier et le carton qui ne prend pas l'eau. Et ni le vin d'ailleurs. Il n'imbibe pas du tout. C'est une innovation considérable. Antoine Herth. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous êtes toujours aussi brillant pour la présentation, d'ailleurs comme le papier glacé de la plaquette qui nous a été remise. C'est vrai qu'a priori, on est très attiré par le document, par les idées qu'il contient, et finalement, au bout d'un moment, on se dit, on a une impression de déjà vu, parce qu'après les pôles de compétitivité, maintenant c'est la nouvelle France industrielle. Finalement, ça sent quand même méchamment le recyclage. D'autant que quand on rentre dans le détail, on retrouve grosso modo les thématiques qui avaient été mises en avant par la précédente majorité. J'ai quand même quelques questions un peu plus précises, notamment concernant le domaine des transports. On ne peut pas faire tout seul en France dans un certain nombre de domaines. C'est le cas probablement du futur moteur à 2 litres. Une usine à moteur, ça coûte 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Elle se fait souvent en syndication avec d'autres constructeurs européens. Ces dimensions européennes manquent cruellement dans votre raisonnement. Un autre exemple, le paiement sans contact. Tous les opérateurs de transport, toutes les régions de France rêvent du ticket de TER ou de métro dématérialisé. On sait que l'obstacle aujourd'hui, c'est le coût qu'imposent les opérateurs téléphoniques à ces transactions. Payer 50 centimes d'euros pour acheter un billet de métro, c'est exorbitant. Est-ce que vous allez légiférer sur ces sujets? Enfin, dernière remarque, félicitations pour ce travail qui évite effectivement, comme l'a souligné Eric Stroman, tous les sujets qui fâchent, le nucléaire certes, mais aussi le gaz de schiste. On aurait pu imaginer qu'on fasse aussi de la recherche sur l'extraction minière. Sujet qu'a déjà évoqué lors d'une précédente audition, M. Herth, peut-être pas obligé de réaborder systématiquement les sujets chaque fois que M. Montebourg vient. C'est vrai que les pôles de compétitivité sont plus territoriaux qu'ils ne gèrent l'avenir des filières. Vous le savez bien, il y a une petite nuance. Jean Grelier.
Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour de souligner l'importance de cette démarche de ces 34 grands projets industriels et surtout l'innovation en termes de gouvernance qui peut préfigurer d'ailleurs une nouvelle relation entre la puissance publique et puis les acteurs industriels, les acteurs économiques. Je voudrais quand même souligner la nécessité d'avoir de la cohérence entre cette démarche-là, celle des pôles de compétitivité, celle du Conseil national de l'industrie, et une question: qui va assurer cette cohérence et qui va en même temps vérifier la déclinaison territoriale, parce que c'est bien sur les territoires que vont se concrétiser ces projets. On pensait à vous, Jean Grelier, justement, parce que vous êtes Conseil national. Mais bon, Alain Marc. Ma question va être très brève. On parle des énergies renouvelables, mais aussi, elle rejoint celle d'Antoine R, tout simplement. J'aurais bien aimé que l'on travaille aussi sur d'autres énergies que celles qui sont décrites ici dans ce propos, et notamment les énergies qui font un petit peu débat en ce moment, mais qui seront l'objet, j'imagine, d'autres séances. Merci. Lesquelles? Mais autant qu'on soit précis sur les questions pour que vous ayez des réponses renseignées. Dominique Potier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À côté de ce récit économique des 34 plans industriels pour la France du futur, quel récit pour une énergie compétitive pour les industries les plus consommatrices dans notre pays? Quel récit pour la formation professionnelle, pas seulement celle des ingénieurs, mais celle des ouvriers et de tous ceux qui contribueront à ce nouvel essor? Et enfin, quel effort budgétaire pour concentrer les moyens concernant la compétitivité du travail sur les industries en compétition avec d'autres pays du monde? Très bien. Corinne Erel. Oui, merci. Moi, je voudrais vraiment saluer la démarche qui permet de mettre en avant les compétences françaises et notamment montrer que nous avons des leaders sur le plan international. Deux sujets extrêmement importants, les énergies renouvelables et le numérique. Et je voudrais dire que la question de la souveraineté numérique est un point que l'on attend depuis longtemps. Et moi, je suis extrêmement contente qu'il figure en place importante dans ces 34 projets. Et je voudrais une petite question. Donc, on a des leaders industriels sur chacun de ces 34 pôles, on va dire. Quelle est la part et comment sont associées les PME, notamment les PME innovantes, à la fois dans la gouvernance et dans le travail qui va être fait par la suite? Damien Abad. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je vais vous interroger plus sur le financement de ce plan, Monsieur le Ministre. Quelle va être l'articulation entre justement les filières et ces projets en fait? Y a-t-il pas des risques de croisement de financement entre les filières et les projets? Je vous prends juste un exemple. Moi, je suis dans la plasturgie, dans la Plastic Valley. Je suis en train de travailler aussi sur un CTI, qui est le CSU Plasturgie, que vous connaissez bien à votre ministère. Comment on va faire, par exemple, avec l'action numéro 10, qui est le contrat de filière chimie-matériaux? Comment ces financements-là vont s'articuler avec les plans que vous présentez? Parce que toutes les entreprises qui sont notamment dans le monde de la sous-traitance peuvent être concernées en fait, par les différents points. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de croisement de financement et au final d'avoir des coquilles vides? Merci. Et pour clore cette liste de questions, Christophe Léonard. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire qu'en tant qu'élu d'un territoire industriel, voire un des plus industriels de France, les Ardennes, le projet que vous portez fait sens et redonne fierté à l'industrie dont on a cru trop longtemps pouvoir se priver pour relever la bataille de l'emploi. La question qui est la mienne est la suivante, elle complétera celle de ma collègue Bonneton tout à l'heure. Est-ce qu'après les chefs de projet, il y aura pour matérialiser concrètement dans les territoires ces 34 filières un appel à projet en direction des entreprises qui souhaiteraient s'orienter et orienter leur développement dans ces 34 filières d'avenir créatrices d'emplois pour la France? Merci. Monsieur le Ministre, pour un quart d'heure, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Merci de la précision et la richesse de vos questions. Je vais tâcher de n'en négliger aucune. Monsieur Fasquelle me pose la question de l'articulation avec les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, d'ailleurs, la question a été posée lorsque je suis arrivé après les évaluations, ce que nous en faisions. Nous considérons que c'est un acquis positif. Donc nous avons besoin de ces alliances locales
Alors certaines sont plus productives que d'autres, mais néanmoins, c'est quand même du décloisonnement et nous devons nous en féliciter. Donc la question qui m'était posée, comment on articule les plans et les pôles, pour nous n'avons pas voulu territorialiser les plans industriels et nous laisserons le soin aux pôles de compétitivité, sous l'égide des chefs de projet, de venir apporter leurs projets quand cela sera pertinent, nécessaire. Donc l'articulation se fera de façon naturelle. J'ai fait la même réponse au président de l'Association des régions de France. Comment, d'ailleurs, et c'était une question importante, vous disiez, est-ce qu'il y a des problèmes politiques sur la désignation des chefs de projet? Je vous confirme, il n'y a aucun problème politique, il y a juste un tout petit problème d'équilibrage. C'est-à-dire que nous avons fait le choix d'équilibrer les start-up, les ETI, les PME et les grands groupes. Et nous avons dit à un certain nombre de grands groupes, tout à fait candidats pour piloter les projets, que ce n'était pas la réunion du CAC 40, ces 34 plans, ou du CAC 34, ces 34 plans. Donc nous avons fait le choix, parfois, de dire non, d'évincer, non pas très loin, mais en leur disant, écoutez, ce sera une PME qui prendra ce projet. Nous avons eu d'ailleurs en quelque sorte des rivalités entre des entreprises du même secteur, montrant l'attractivité de notre plan. Nous avons eu même, c'est intéressant, des PME qui ont dit, écoutez, moi j'ai pas les moyens, je suis patron de PME, je vais pas avoir les moyens de m'en occuper, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Donc on est allé chercher une deuxième PME qui complète d'ailleurs. Donc tout cela, en fait, ne procède pas de difficultés politiques, mais de difficultés tout à fait concrètes dans les secteurs. Voilà. Et alors vous verrez apparaître un certain nombre de binômes parce que c'était mieux, notamment de binômes de PME, parce que les PME elles-mêmes n'ont pas la puissance de frappe d'un certain nombre de ces grands groupes. Puis vous verrez qu'il y a certains groupes qui sont d'un côté, puis de l'autre. Enfin, vous verrez, on a fait un travail d'équilibrage dans le secteur. Tout ça sera donc rendu public le 7 octobre, dans quelques jours. Vous avez posé une question sur, je crois, la comptabilité. Je crois qu'il y a des choses qui sont en cours de modification. Donc vous serez, je crois, vous aurez réponse bientôt. Sur la recherche universitaire, nous considérons qu'elle est aujourd'hui en cours de déploiement à travers ce qu'on appelle les instituts Carnot, qui ont été imaginés par la majorité précédente. Certains, là aussi, fonctionnent, d'autres pas. Le CEA a des plateformes de diffusion de la technologie sur les territoires. Nous en avons créé 3 avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Un 4e est en cours de création. Nous voudrions systématiser ça. Nous pensons que c'est mieux de le faire, non pas sur ces projets-là, mais de le faire sur les pôles de compétitivité en territorialisant les écosystèmes. C'est plus efficace de jouer l'horizontalité plutôt que la verticalité. Monsieur Blin pose la question des collectivités locales et leur implication. Je suis allé au congrès des régions de France. Je leur ai indiqué que nous souhaitions particulièrement que dans les contrats de plan, une action particulière sur le 34e plan qui est Usine du futur, les régions se préoccupent, s'intéressent, organisent la modernisation de l'appareil productif par la robotisation. Nous avons à la fois un plan robotique sur l'offre et un plan usine du futur pour la demande. Pourquoi? Parce que nous avons 120 000 robots de retard sur l'Allemagne, qui créent plus d'emplois que nous. Donc le robot ne tue pas l'emploi, il en crée, parce qu'il augmente la performance des entreprises, augmente les parts de marché. Nous avons 50 000 robots de retard sur l'Italie. Donc notre stratégie est d'arriver à moderniser l'appareil productif des PME, ETI, enracinés sur le territoire. La modernisation étant la clé de la performance, des gains de productivité, l'amélioration des marges, et il faut parfois financer ces investissements. Donc nous souhaitons associer les régions à ce travail. Le financement public-privé, nous sommes assez pragmatiques, monsieur le député. Nous avons annoncé près de 4 milliards de grand emprunt en prolongation deuxième génération du grand emprunt. Notez qu'une grande partie de la recherche-développement privé qui est prise en charge sous forme de défiscalisation du crédit impôt recherche financera une partie des plans. Nous pourrons le dire une fois que nous aurons exécuté. Ça sera difficile de faire des annonces financières. Et d'une certaine manière, l'effet de levier investissement public, investissement privé sera différencié selon les plans. Vous aurez des plans où on aura fait du 50-50. À mon avis, c'est déjà le cas sur le moteur à air comprimé, Techniboost,
de PSA, c'est 50-50. Vous avez des secteurs où il n'y aura pas d'argent public. Mais il y aura au contraire l'aménagement de la législation, du travail sur l'environnement, du travail diplomatique, d'alliance avec d'autres entreprises qu'il faudra allier, parce que c'est intelligent de ne pas rester seul si on veut gagner un leadership mondial, puisque nous nous positionnons dans la mondialisation avec ces 34 plans pour y reconquérir des parts de marché. Donc, pragmatisme, action concrète au fur et à mesure que nous avancerons. Donc, nous nous reverrons, nous vous donnerons des informations au fur et à mesure de l'avancée des choses. Madame Bonneton a posé le problème du financement, je crois y avoir répondu à l'instant. Les alliances européennes, d'abord je voudrais dire qu'il y a des entreprises dont la majorité de capitaux ne sont pas français, qui piloteront ces plans, montrant notre ouverture d'esprit. On peut faire du Made in France sans avoir des capitaux français. Nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes patriotiques et ouverts sur l'extérieur. Donc nous sommes prêts à toute forme d'alliance. Vous observerez que dans l'automobile, puisque c'était votre exemple, Madame Bonneton, dans l'automobile, le marché est mondial, les capacités doivent être mondiales et la pertinence est de moins en moins européenne. Donc quand vous dites l'automobile française a-t-elle des alliés européens, nous avons Renault-Nissan qui produit 8 millions de voitures dans le monde. Et aujourd'hui, la recherche de PSA à travers des alliances sur d'autres continents, notamment asiatiques, procède de la même stratégie. Il s'agit d'obtenir la taille critique pour réduire les coûts unitaires et être capable d'affronter les marchés mondialisés et éviter la disparition, la difficulté et pour ne pas dire le risque mortel qui arrive à des entreprises trop petites qui n'ont pas suivi l'augmentation de taille de leurs concurrents. C'est donc pour nous plus que des alliances européennes, ce sont, et vous le verrez dans certains dossiers, nous chercherons l'alliance mondiale, car notre action vise à nous positionner de la meilleure manière dans la mondialisation. Mais il arrive que les alliances seront européennes. C'est le cas d'Airbus qui pilote un certain nombre de ces plans. Ce sont des alliés européens qui travaillent derrière ces plans qui se tiendront pour l'essentiel en France. Les pôles de compétitivité, j'en ai dit un mot. Monsieur Stroman me pose la question du nucléaire. Le nucléaire relève du dossier énergétique, comme vous le savez, avec des arbitrages particuliers qui ont été rendus publics par le président de la République dans le débat conclusif sur la transition énergétique. Nous rééquilibrons le mix, monsieur le député. Cela veut dire que nous ne nous passons pas du nucléaire. Nous avons besoin du nucléaire. La décision relative aux proportions fera l'objet d'ailleurs d'un débat au Parlement auquel vous êtes naturellement associés. Et donc, le nucléaire continue son chemin qui lui est propre. Je dois vous dire, j'ai reçu le mandat du Premier ministre d'exporter le nucléaire français à l'extérieur. Donc, nous continuons notre travail. Nous venons de remporter une très belle victoire dont j'en ai salué le vice-premier ministre turc et je me rendrai la semaine prochaine en Turquie à la rencontre des autorités turques dans la signature d'un contrat sur l'un de nos réacteurs coproduit avec l'entreprise Mitsubishi au Japon, qui implantera une centrale, plusieurs réacteurs dans la région de Sinop, en Turquie. C'est une victoire franco-japonaise. Et les retombées pour l'économie française seront de plusieurs milliards. C'est donc, et nous continuons dans d'autres dossiers à faire ce travail de soutien et de défense du nucléaire français. Monsieur Borgel me pose la question de la rapidité, la réactivité sur les financements. Il a raison, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé et prié à M. Gallois, à la tête du commissariat général à l'investissement, de réduire ces délais. Il nous a promis délai maximum d'1 an, alors que nous étions plutôt en moyenne à 3 ans. Donc on leur a dit qu'1 an, c'était encore trop long. Mais il a dit, c'est déjà bien. Bref, work in progress, monsieur le député. Nous avons beaucoup d'efforts à faire ensemble. Monsieur Cabral nous parle de la filière papier. Les filières laissent subsister leurs projets. Et donc les filières continuent à travailler, y compris sur les papeteries, même si ça n'est pas explicitement dans les 34 projets. Monsieur Hertz pose la question de l'Alliance européenne. J'ai répondu. Sur les coûts de services en contact, vous évoquez l'évolution des pratiques de nos opérateurs, y compris l'intervention des législateurs ou du pouvoir réglementaire. Nous n'excluons rien pourvu que cela serve nos intérêts économiques.
Quant au pôle de compétitivité, j'en ai salué l'héritage, l'utilité et l'avenir. Nous travaillons avec eux et eux-mêmes se positionneront par rapport à ces plans industriels. Monsieur Grelier pose la question du rôle du Conseil national de l'industrie. C'est au sein de ce que nous appelons le Parlement de l'industrie, le Conseil national de l'industrie, où vous siégez, monsieur le député, siègent les organisations professionnelles, les syndicats, tous les représentants de la nation intéressés à l'avenir de l'industrie et l'ensemble des filières, que seront pilotés les 34 plans industriels sous le contrôle et la présidence du Premier ministre. Il a été question par M. Marc de la question des énergies alternatives, hydrogène, pile à combustible, j'ai entendu votre question. C'est pour nous le programme puissance et stockage de l'énergie dans les batteries. La pile à combustible est une forme de batterie, l'hydrogène étant une forme de carburant. Vous avez donc réponse positive à votre question. M. Potier questionne sur la formation professionnelle. Il devrait interroger M. Sapin qui a ce dossier en main. Je crois qu'il y travaille. Madame RL questionne sur la place des PME innovantes sur le programme de souveraineté numérique. Nous en reparlerons au fur et à mesure de nos travaux et les parlementaires qui surveillent des secteurs, c'est votre cas, Madame la députée, doivent nous faire des suggestions. Les territoires, les pôles de compétitivité, les régions doivent nous faire des suggestions et les porter à la connaissance des chefs de projet dès qu'ils seront connus. Car il s'agit d'une mobilisation nationale. Donc nulle exclusion. Inclusion étant la règle du jeu. Monsieur Abad a posé la question de savoir comment s'articulaient les filières et les plans. Les filières continuent leurs projets, qui les concernent, que nous soutenons. Les plans portent et demandent encore plus de mobilisation décloisonnée. Ça ne reste pas dans la filière, c'est vraiment un projet de nature nationale. Donc c'est une complémentarité et non pas une contradiction. Monsieur Léonard évoque la question de l'appel à projet. Nous ne procéderons pas de façon bureaucratique. Les chefs de projet auront un téléphone, ils auront un secrétariat. Toutes les personnes qui s'intéressent à ces plans industriels seront capables d'apporter des technologies pertinentes, non pertinentes. Il y aura une délibération, on discutera, on associera, on n'associera pas. Donc tout cela se fera de façon informelle, non bureaucratique ou contractuelle, et ça nous permettra de faire de ces 34 plans les 34 cause nationale dont la France a bien besoin. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet exercice pas facile, mais vous reviendrez, vous me l'avez promis, et je crois que nous aurons à développer tel ou tel de ces aspects. Merci. La séance est levée. On se retrouve tout à l'heure après le vote sur le texte concernant la reprise de sites industriels rentables.